L'encre était encore fraîche quand j'ai ressenti ce déclic sourd de la porte qui se refermait, celle-là même que je pensais être l'ouverture vers ma liberté. Pendant 7 ans, j'avais été l'investisseuse silencieuse de la version famille de Rochebrune, un abonnement de luxe dont j'étais la seule à régler la facture. J'ai signé les papiers du divorce à 9 heures précises du matin. À 10h30, mon ex-belle-mère, Catherine, était déjà les chansons d'or, réservant un banquet à 6 000 € pour présenter officiellement ma remplaçante. Elle n'avait aucune idée que j'avais déjà procédé à l'audit de ma propre vie. Dans cette situation, seriez-vous rentré chez vous pour pleurer, ou auriez-vous attendu de voir exactement quel prix ils accordaient à vos 7 années de sacrifice? Le silence du parking résonnait comme une accusation. Je suis resté assise dans ma voiture, l'habitacle imprégné de l'odeur de boiserie, du cabinet d'avocat et du parfum lourd et sec de l'encre. J'ai regardé les papiers du divorce posés sur le siège passager. Mon nom d'épouse était déjà un fantôme, barré de ma propre main. Mon téléphone a vibré contre la console centrale. C'était Delphine, ma cousine par alliance, la seule dans toute cette orbite viticole qui possédait encore une conscience fonctionnelle. Sa voix était basse, rythmée et tendue, comme si elle relayait des coordonnées depuis une tranchée de guerre. Elle m'appelait depuis le hall de « Les chansons d'or ». Elle m'a dit que le fleuriste venait de livrer 3 douzaines de lys blancs, mais préférés, naturellement, à la table des Rochebrunes. Catherine avait agi avec la précision d'une OPA hostile, réservant le salon VIP avant même que je n'aie quitté le bâtiment du tribunal. Elle organisait un gala pour 14 invités. Et la pièce maîtresse de la soirée n'était pas seulement le vin. C'était une femme nommée Chloé, jeune, à la voix douce, et portant déjà une bague qui ressemblait étrangement à un héritage familial qu'on m'avait jadis promis. J'ai senti un calme dangereux s'installer dans mes poumons. Ce n'était pas la chaleur de la rage, mais la température froide et clinique d'un audit. J'ai réalisé à ce moment-là que Catherine ne voulait pas seulement mon départ, elle voulait effacer jusqu'à la terre sous mes ongles et me remplacer par un mannequin propre et docile qui ne remettrait jamais en question le grand livre des comptes. Les femmes dont vous devez vous méfier ne sont pas celles qui crient, ce sont celles qui sourient en disant « mais bien sûr, ma chère », tout en réorganisant discrètement votre vie par des appels à 3 et des mémos antidatés. Catherine était la maîtresse de cette architecture sociale. Elle avait passé 7 ans à me traiter comme une locataire temporaire dans ma propre carrière. Et maintenant, elle essayait d'utiliser ma ligne de crédit professionnel pour payer sa fête d'expulsion. Delphine a chuchoté que la note était actuellement estimée à 6 000 €. Catherine avait ordonné au personnel de tout mettre sur la carte de société du domaine, celle que j'avais ouverte, celle qui était liée à ma propre solvabilité, celle pour laquelle j'avais passé des milliers d'heures à justifier ma valeur lors des vendanges de minuit et des négociations complexes de la chaîne d'approvisionnement. Elle supposait que le capital que j'avais bâti était une caisse commune dans laquelle elle pouvait puiser à volonté. Ce n'est que plus tard que j'ai compris ce que ce moment signifiait réellement. J'ai regardé les immeubles gris de la ville au loin, en pensant aux vignes qui attendaient au domaine. Delphine m'a dit qu'il s'apprêtait à servir le premier plat. Catherine se tenait en bout de table, tapotant un verre en cristal, se préparant à porter un toast au véritable héritage du nom Rochebrune. Delphine a murmuré que Catherine levait son verre à la « réserve des fondateurs ». Un vin qui ne devrait légalement pas exister avant 2 mois. C'était moi qui avait véritablement parlé à la terre pendant 7 ans. Tandis que Julien s'occupait de l'image de marquer que Catherine gérait le cercle social. J'étais celle qui était dans la boue à 4 heures du matin pour surveiller les niveaux d'humidité du bloc nord. Je connaissais la signature chimique spécifique du sol avant même que le soleil ne frappe les vignes, un niveau d'intimité qu'il considérait comme un simple labeur plutôt que comme l'âme de l'entreprise. Je peux admettre maintenant qu'une partie de moi l'avait vu
Plutôt que je ne voulais l'accepter. Je ne construisais pas un partenariat. J'étais une consultante non rémunérée fournissant les fondations d'un héritage que Catherine comptait garder strictement au sein de sa lignée de sang. Au printemps 2022, un gel tardif avait menacé de détruire toute la récolte. Julien était à un séjour de golf à Biarritz avec sa mère, discutant de stratégie marketing pour un millésime qui n'aurait jamais existé si je n'avais pas passé 48 heures d'affilée dans les rangs de vignes à orchestrer les tours antigel et les chaufferettes. J'ai sauvé la récolte. J'ai sauvé la solvabilité du vignoble. À leur retour, Catherine ne m'a pas remercié. Elle s'est approchée de la fenêtre, a regardé les vignes rescapées et a dit: c'est merveilleux de voir à quel point la chance sourit à cette terre. C'était un gommage systématique de la réalité. Dans les communiqués de presse, j'étais l'épouse dévouée. Dans les histoires de famille, j'étais laide. Diligente. J'avais été l'investisseuse silencieuse dans leur version de la famille, fournissant l'expertise technique qui gagnait les prix alors qu'ils empochaient le prestige. À l'époque, je pensais être patiente. Je croyais que, dans un monde de variables, la compétence professionnelle était la seule chose que je pouvais contrôler. J'avais tort. La compétence est souvent utilisée comme une arme contre ceux qui la possèdent. Ils vous donnent plus de travail parce qu'ils savent que vous pouvez le faire, puis utilisent cet même épuisement pour vous empêcher de remarquer qu'ils volent les résultats. Je me souviens de la nuit où j'ai gagné la clé de maître de chez l'ancien propriétaire, un homme qui valorisait la vigne plus que le nom, me l'avait remise après que j'eus réussi à gérer une fermentation difficile. C'était un objet en laiton massif, froid et définitif. Catherine avait observé l'échange avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'était l'expression d'un prédateur regardant quelqu'un d'autre trouver une pièce d'or qu'il prévoyait de voler plus tard. Elle a commencé à présenter mon travail acharné comme un handicap. Elle suggérait que mon obsession pour la récolte nuisait à mon mariage. Elle insinuait qu'une femme plus douce passerait plus de temps au club de tennis et moins de temps dans les cuves de fermentation. C'était une pression calculée pour me faire culpabiliser du labeur même qui finançait son train de vie. Des années plus tard, ce détail semble encore plus acéré que le reste. On m'entraînait à accepter moins tout en produisant plus. Le sabotage a commencé par de minuscules changements. 6 mois avant même que les papiers du divorce ne soient rédigés, la présence de Catherine au vignoble a augmenté avec le rythme régulier d'une marée montante. Elle n'attendait plus d'invitation pour venir en salle de dégustation, elle apparaissait simplement, drapée dans ses blazers beige et ce parfum floral étouffant, traînant une femme nommée Chloé derrière elle comme une ombre qu'elle entraînait à prendre ma place. Catherine appelait cela un stage, un service pour un vieil ami de la famille. Mais pour moi, c'était comme être forcé de regarder ma propre remplaçante apprendre ma chorégraphie. J'ai commencé à remarquer des écarts de rendement dans le bloc nord, mineur au début. Quelques caisses ici, un journal de fermentation égaré. Là. Quand j'en ai parlé à Julien, il m'a lancé ce regard de patience épuisé qu'il avait perfectionné. Il m'a dit que j'étais surmené par ma récente promotion et que je me faisais encore des idées. C'est une taxe psychologique spécifique que de s'entendre dire que vos observations professionnelles sont en fait des instabilités émotionnelles. Cela fonctionne comme l'eau sur la pierre, polissant lentement les bords de votre certitude jusqu'à ce que vous ne puissiez plus distinguer vos instincts aiguisés du bourdonnement sourd du doute de soi qu'ils vous ont conditionné à ressentir. Ce que je ne reconnaissais pas alors, c'est que j'étais prise dans les chaînes invisibles de la victime performante. Dans les milieux professionnels, on nous apprend que la compétence est une protection, que si vous êtes indispensable, vous êtes en sécurité. Mais, dans un système familial toxique, votre excellence n'est pas une armure. C'est une subvention.
Je suis resté parce que je croyais que si je produisais simplement assez pour dépasser le dédain de Catherine, si je rendais le vignoble assez rentable, le manque de respect finirait par cesser. Je payais une dette cognitive que Catherine n'avait jamais eu l'intention de solder. Je l'ai surprise dans mon bureau de travail un mardi après-midi tard. Elle ne déplaçait rien. Elle tenait son téléphone au-dessus de mes journaux de fermentation privés, la lumière de l'écran se reflétant sur ses boucles d'oreilles en perles. Alors qu'elle photographiait mes données confidentielles. Quand elle m'a entendu, elle n'a pas bronché. Elle a juste affiché ce sourire de façade et a dit « J'admirais simplement ton dévouement, ma chère. Chloé pourrait apprendre tellement de ta nature méticuleuse. » Je ne me suis pas disputé. Je n'ai pas crié. Je suis simplement allé au placard à fourniture pour chercher un nouveau registre, une course banale pour une journée banale. Mais là, coincé derrière les cartouches d'encre de rechange, se trouvait un dossier que je n'avais jamais vu. Il était impeccable, neuf, et étiqueté de l'écriture précise de Catherine. Le dossier portait l'intitule « Liquidation d'inventaire par de Camille ». J'ai cessé d'être une épouse ce mardi après-midi-là. Je me tenais dans le placard à fourniture, le dossier froid contre mes paumes, sentant le poids de cette année d'erreur de calcul. Je n'ai pas affronté Catherine ni Julien. Je savais, pour avoir géré des logistiques viticoles à enjeux élevés, qu'une explosion émotionnelle n'est qu'un bruit inutile dans une négociation professionnelle. C'est une distraction que le prédateur utilise pour se recalibrer. Au lieu de cela, j'ai commencé à agir avec la même précision clinique que Catherine avait utilisée pour me piéger. J'ai engagé un homme nommé Gérard Simon, un comptable judiciaire qui est arrivé au domaine sous le couvert d'un consultant en irrigation. Pendant 3 semaines, alors que Catherine était occupée à aider Chloé à choisir le linge de table approprié pour le domaine, Gérard s'est assis dans mon bureau d'arrière-boutique, traçant le spectre numérique de mon labeur. Ce fut un processus lent. La véritable reddition de compte ne se produit pas en un seul moment de découverte dramatique. Elle se construit par l'accumulation patiente de faits indéniables. Le 22e jour, Gérard a étalé le registre de ma trahison. Il avait découvert la cuvée fantôme. Mes propres rapports de récolte, que Catherine m'avait poussé à signer à la hâte, indiquaient que 285 000 € de raisins de Cabernet Premium du bloc nord avaient été perdus à cause d'un gel précoce. Mais Gérard avait croisé mes capteurs de sol et les journaux de taux de sucre. Les données ne mentaient pas, même si la famille le faisait. Les raisins n'avaient pas pourri. Ils avaient été détournés, mis en bouteille et stockés sous une société écran que Catherine avait enregistrée dans le département voisin. La connaissance frappe différemment quand elle porte un chiffre. 285 000 € n'était pas une abstraction. C'était 7 ans de ma vie volée pendant que je dormais. C'était l'incarnation physique de chaque alarme à 4 heures du matin et de chaque gelée de minuit que j'avais combattu seul. J'ai réalisé alors que les papiers du divorce n'étaient pas seulement le signe d'un mariage brisé. Ils étaient une manœuvre financière synchronisée. Catherine voulait que je sois légalement détaché des actifs du vignoble juste avant que ce vin caché ne frappe le marché de luxe. C'est là que j'ai compris que certaines formes de dépendance restent invisibles jusqu'à ce que vous cessiez de coopérer. J'avais été l'investisseuse silencieuse de leur prestige, fournissant l'âme technique de la marque pendant qu'ils se préparaient à liquider ma part de la récolte. J'étais assise dans mon bureau, l'odeur familière du parfum floral de Catherine flottant dans le couloir comme un marquage territorial. Elle ne m'avait pas seulement remplacé dans la vie de son fils. Elle m'avait systématiquement dépouillé de la plus grande réussite de ma carrière, et elle s'attendait à ce que je parte avec rien de plus qu'un accord signé et impoli. Mais bien sûr, ma chère. L'air dans l'annexe de la cave était épais et froid. Catherine l'avait fait murer 2 ans auparavant, prétendant que les fondations
s'affaissait et que l'espace était instable. J'aurais dû vérifier les permis à l'époque, mais je payais encore les intérêts émotionnels d'un mariage que je croyais être un investissement mutuel. J'ai pris la lourde clé en laiton de maître de chais, celle que Catherine avait passé des années à essayer de me retirer, et je l'ai enfoncée dans la serrure. Elle a tourné avec une protestation mécanique sèche. À l'intérieur, l'obscurité était occupée par des centaines de bouteilles du Cabernet du Bloc Nord, la récolte, perdue, de 285 000 €. Elles n'étaient pas seulement stockées, elles étaient prêtes pour la distribution. J'en ai pris une, le verre froid contre ma peau. L'étiquette était minimaliste et onéreuse. On pouvait y lire. L'inspiration, Chloé. Je n'ai pas cassé la bouteille. Je n'ai même pas ressenti l'impulsion de la colère. J'ai ressenti un sentiment profond de clarté. Tactique. Ce qui m'est resté, ce n'était pas le vol des raisins, c'était la tentative de renommer mon travail comme étant la muse de quelqu'un d'autre. À l'époque, je pensais être patiente. En réalité, on m'entraînait à accepter. Moins. L'épreuve physique rendait la trahison indéniable. Certaines personnes ne se contentent pas de prendre vos marges de profit, elles veulent coloniser votre identité jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace de l'architecte original. Je suis ressorti dans le couloir et j'ai appelé maître Patricia. Oul. Ma voix n'a pas tremblé. Je lui ai dit que le stock fantôme était physique, étiqueté et prêt à être servi. Patricia m'a conseillé de maintenir la distance actuelle. Elle m'a rappelé que mon accès au système numérique de contrôle de température et à la chambre forte d'inventaire était lié à ma licence professionnelle de viticultrice, un diplôme qui datait d'avant mon mariage est resté indépendant du décret de divorce. Légalement, a dit Patricia. D'un ton clinique, selon les codes de conformité agricole, votre licence vous permet de placer une mise en quarantaine de sécurité et de qualité sur tout inventaire dont les registres chimiques sont contestés. Puisque j'avais signalé que les niveaux de sucre étaient incohérents avec les étiquettes, la cave était désormais une zone restreinte jusqu'à ce qu'un audit fédéral soit achevé. J'ai réalisé alors que le statut de Catherine n'était qu'un découvert sur mon propre talent. Elle avait passé 7 ans à traiter mon expertise comme un avantage familial, sans jamais réaliser que la clé de maître n'était pas seulement un outil physique. C'était une frontière légale qu'elle ne pourrait jamais franchir. Par son charme. J'ai laissé les planches exactement comme je les avais trouvées. Mais j'ai ajusté les protocoles numériques sur mon téléphone, plaçant la chambre forte en mode « active contestée ». Une notification a retenti sur mon écran. Catherine venait de tenter d'utiliser la carte de société du vignoble pour la 3e fois, les chansons d'or. La transaction a été instantanément bloquée par le protocole de double autorisation que j'avais discrètement activé, restreignant toutes les dépenses non opérationnelles de plus de 5 000 € sans ma signature numérique secondaire. Mon téléphone a sonné exactement à 22h47. C'était le numéro de Catherine, mais la voix qui sortait du haut-parleur était dépouillée de toute son architecture sociale. Mais bien sûr, ma chère, avait disparu, remplacée par la panique brutée hachée d'une femme dont le crédit venait enfin d'être réclamé. Elle hurlait à propos d'une transaction refusée et d'un directeur de restaurant qui n'était plus impressionné par le nom de Rochebrune. J'étais assise dans le calme de mon nouvel appartement, les lumières de la ville se reflétant sur un verre d'eau. Je n'avais pas besoin de crier. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'erreur. J'ai expliqué que le compte d'entreprise avait été automatiquement signalé pour un examen judiciaire suite au dépôt de nos papiers de dissolution à 9h du matin. J'ai laissé le silence s'installer jusqu'à ce que je puisse entendre le bruit ambiant du banquet. Le tintement des couverts de 14 invités qui commençaient à réaliser que leur hôtesse était insolvable. La cave est scellée, Camille, a-t-elle sifflé d'une voix rauque. Le directeur dit que l'inventaire que nous avons demandé est sous verrouillage légal.
Que as-tu fait? J'ai protégé les actifs, Catherine, ai-je dit d'une voix aussi droite qu'une ligne d'horizon. La réserve des fondateurs, celle que tu as réétiquetée comme l'inspiration de Chloé, est actuellement répertoriée comme inventaire contesté sous une ordonnance de protection des biens jusqu'à ce que les 285 000 € que tu as détournés soient restitués au compte principal du vignoble. Ce vin n'existe pas légalement pour la consommation. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le pouvoir hérité n'est souvent qu'une illusion, soutenue par le silence de quelqu'un d'autre. Catherine avait passé des décennies à croire qu'elle possédait les vignes, mais elle n'avait jamais possédé que la paperasse. Dès que le travail réel s'est retiré, son empire s'est révélé pour ce qu'il était, une collection d'habitudes coûteuses sans moteur interne. Julien a pris le téléphone. Je pouvais entendre sa respiration lourde et incertaine. Camille, s'il te plaît, a-t-il dit. C'est un événement public. Nous pouvons régler cela demain. Autorise juste la charge. Pour que nous puissions finir le dîner. Tu as toujours été un garçon si serviable, Julien, ai-je dit. Essayant de garder tout le monde heureux. Pendant que ta mère vidait notre avenir. Mais le bonheur n'est pas une monnaie d'échange. Si tu veux finir ce dîner, je suggère que tu utilises tes propres économies. Ou peut-être que Chloé a une carte qui n'a pas été signalée pour détournement de fonds. Il a essayé de prononcer mon nom à nouveau, mais j'ai coupé la communication. Je n'avais pas besoin d'entendre ses explications. J'avais passé 7 ans à interpréter sa lâcheté comme une forme de gentillesse, mais je pouvais enfin voir le grand livre clairement. Il était le seul garçon honnête dans une maison de menteurs qui avait sciemment co-signé les rapports de récolte frauduleux, ce qui faisait de lui le complice le plus dangereux de tous. Le dernier SMS de Catherine est arrivé quelques secondes plus tard. Tu ne travailleras plus jamais dans cette vallée. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de travailler dans sa vallée. Je portais en moi la propriété intellectuelle de mes propres méthodes, une maîtrise qu'il ne pourrait jamais reproduire sans ma main sur la vigne. Les vignes sont devenues dorées maintenant. 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai regardé l'Empire Rochebrune réaliser qu'il était insolvable. L'air ici, sur ma nouvelle terrasse, est vif, sentant la terre humide et la fumée de bois. Le bureau du procureur a finalement décidé de ne pas poursuivre Catherine au pénal, un résultat que mon avocat m'avait dit être une incertitude statistique, mais la résolution civile a été absolue. Catherine a été forcée de liquider son fonds personnel et de vendre ses parts restantes pour rembourser chaque centime de ses 285 000 €, plus les intérêts accumulés sur 14 mois. Elle l'a fait pour éviter un signalement pour fraude publique auprès du conseil de sa paroisse, un prix qu'elle n'a payé que lorsque son capital social risquait un effondrement total. Parfois, c'est à cela que ressemble la justice. Ce n'est pas toujours un marteau ou une sentence de prison. Souvent, c'est simplement une trace écrite qui suit une personne en permanence et une porte qui se ferme doucement pour ne plus jamais se rouvrir. Julien a emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la vallée. Il a envoyé un courriel 3 semaines après la finalisation de l'accord, 2 paragraphes de langage soigneusement révisés par un avocat, affirmant qu'il était désolé et espérant que je pourrais comprendre qu'il était juste coincé entre 2 personnes qu'il aimait. Je l'ai lu une fois et je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien dans ces lignes qui nécessitait un audit. C'était une explication, pas une prise de responsabilité. Et j'ai appris à faire la différence entre de véritables excuses et une tentative de restructurer une mauvaise dette. Quant à Catherine, je n'ai plus eu aucune nouvelle d'elle. Par le bouche à oreille, j'ai appris que Chloé et Julien sont toujours ensemble, et que Catherine la présente avec le même, mais bien sûr, ma chère, étouffant, qu'elle a utilisé sur moi pendant 7 ans. La famille s'est réorganisée autour de cette nouvelle configuration, comme le font souvent les familles qui
préfèrent le simulacre de l'harmonie à la réalité du respect. J'ai réalisé alors que maintenir la paix n'est souvent qu'un terme poli pour financer sa propre exploitation. J'avais passé 7 ans à croire que si je produisais plus que leur dédain, je gagnerais ma place à table. Mais certaines entreprises sont nées pour échouer parce que les partenaires principaux ne sont pas investis dans la croissance, mais dans le contrôle. Mon nouveau poste de directrice régionale pour une organisation à but non lucratif de viticulture durable exige tout ce que j'ai et me le rend avec intérêt. Je gère 12 personnes maintenant et mon bureau a une vue sur les montagnes que personne ne peut photographier pour prétendre en être le propriétaire. Je suis resté tard ce soir, non par sens de l'obligation envers l'héritage de quelqu'un d'autre, mais parce que j'étais véritablement absorbé par le travail. Je suis rentré chez moi dans le noir. Dans cette maison, et le perron m'a accueilli comme les vignes le faisaient. Autrefois, silencieusement, solidement et sans condition. Je suis resté assise ici pendant 1 heure avec une tasse de café, exactement de la force que j'aime. Regardant la lune se déplacer sur le jardin. Le rosier grimpant a terminé sa floraison estivale et s'installe dans son squelette hivernal, se préparant déjà pour une récolte qui m'appartiendra entièrement. Quitter ce mariage était le seul moyen de sauver les vignes de ma propre identité. J'avais tellement eu peur de perdre le vignoble que j'avais failli perdre la personne qui savait comment le faire fructifier. La clé de maître de chez n'a jamais été une question de serrure dans une cave. C'était une question de limite légale et émotionnelle. De ma propre valeur. J'ai enfin cessé d'interpréter la lâcheté de Julien comme une forme de gentillesse. Je vois clairement maintenant ce que nous étions, un mauvais investissement dans lequel je suis resté bien au-delà du point de rendement décroissant. L'idée de ce que je pensais que nous étions me manque. Mais découvrir que nous ne l'étions pas ne me manque pas du tout. La maison derrière moi est éclairée, chaleureuse et entièrement mienne. C'était suffisant.